Seoul a désarmé en silence, pendant que le monde regardait le Moyen-Orient brûler, un système antimissile démonté, chargé sur un avion américain, parti. La Corée du Nord possède 40 missiles balistiques intercontinentaux opérationnels selon le rapport 2024 du Center for Strategic and International Studies. La péninsule coréenne était protégée par l'un des rares boucliers capables de les intercepter. Ce bouclier n'est plus là. Aujourd'hui, nous vous montrons comment la guerre entre Washington et Téhéran a créé une vulnérabilité militaire à 10 000 kilomètres de distance en Asie du Pacifique. Comment les États-Unis se retrouvent pris dans un piège de leur propre fabrication avec trop peu de systèmes THAAD pour défendre à la fois le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie simultanément. Et pourquoi l'Iran a réussi quelque chose que personne n'avait anticipé, affaiblir la posture défensive américaine sans jamais mettre un seul soldat hors de ses frontières. Mais avant d'aller plus loin, si vous appréciez des analyses comme celle-ci, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Ces sujets méritent d'être compris en profondeur. Commençons par ce que les images de télévision sud-coréennes ne vous ont pas expliqué. Le Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, 9 lettres pour désigner l'une des armes défensives les plus rares de la planète. Un système complet coûte entre 1,5 et 2 milliards de dollars selon les données du département de la défense américain. Chaque unité est composée de lanceurs, d'un radar TPY-2, de missiles intercepteurs et d'une infrastructure de commandement qui demande des mois d'installation. On ne le fabrique pas en quelques semaines. On ne le remplace pas du jour au lendemain. Les États-Unis en possèdent exactement 7 systèmes THAAD opérationnels dans le monde. 7. Pour défendre simultanément la Corée du Sud, le Japon, Guam, les alliés du Golfe Persique et les bases américaines réparties sur 4 continents. 7 systèmes. Et l'Iran vient d'en éliminer plusieurs de l'équation. Voilà le chiffre que personne ne met en première page. Revenons en arrière. Le 1er octobre 2024, l'Iran a lancé 180 missiles balistiques sur Israël selon les données de l'IDF. Le système Iron Dome et les intercepteurs américains ont absorbé l'essentiel de l'attaque. Mais dans les jours qui ont suivi, des rapports de CNN ont confirmé ce que Washington refusait de dire publiquement. Plusieurs systèmes de défense antimissiles américains déployés dans la région ont été endommagés ou mis hors service. Un système THAAD positionné sur une base américaine en Jordanie, neutralisé, des batteries patriotes sur des bases au Moyen-Orient, dégradées. Washington se retrouve face à une équation militaire brutale. Les systèmes sont abîmés. La production ne peut pas suivre. Raytheon, le fabricant du THAAD, produit en temps normal environ 100 à 200 missiles intercepteurs THAAD par an. Le conflit en a consommé davantage en quelques semaines que la capacité annuelle de remplacement. Alors, les décideurs du Pentagone font ce que font tous les états-majors face à une pénurie. Ils déshabillent Pierre pour habiller Paul. La Corée du Sud paye le prix et elle n'a rien demandé. À Séoul, les images diffusées par la télévision nationale montrent des convois militaires américains transportant des composants du THAAD déployés sur la base de Seongju dans la province de Gyeongsang du Nord. Ce système avait été installé en 2017 après les essais nucléaires successifs de Pyongyang. La Corée du Nord avait procédé à 6 essais nucléaires entre 2006 et 2017 selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le THAAD était la réponse directe et concrète à cette menace documentée. 7 ans de négociations diplomatiques difficiles. Des manifestations locales autour du site de Seongju. Une tension persistante avec la Chine qui considère le radar TPY-2 du Tchad comme une menace pour sa propre sécurité stratégique, à cause de sa capacité de surveillance au-delà de la péninsule coréenne. Tout cela pour construire ce bouclier. Et maintenant, il part. Dans une déclaration mesurée, le président sud-coréen a exprimé ce que la diplomatie traduit rarement avec clarté, le mécontentement d'un allié qui se sent désarmé sans avoir été consulté. Il a néanmoins tenu à affirmer que la Corée du Sud conservait des capacités de défense autonomes. Un message rassurant, mais un message qui pose une question que personne n'ose formuler à voix haute. Si la Corée du Sud peut se défendre seule, pourquoi avait-on besoin du THAAD américain en premier lieu? Voici la dimension cachée de cette histoire. Ce mouvement de matériel militaire ne parle pas seulement de logistique. Il parle de la limite réelle de la puissance américaine projetée simultanément sur plusieurs théâtres d'opération. Depuis 2001,
La doctrine américaine repose sur un postulat. Les États-Unis peuvent maintenir une présence défensive crédible en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie du Pacifique en même temps. Ce postulat était tenable tant que les conflits restaient sporadiques et séquentiels. Il devient fragile lorsque 3 zones de tension s'embrasent simultanément. L'Ukraine à l'ouest, Gaza et l'Iran au centre, la Corée du Nord à l'est. L'arsenal américain n'a pas triplé pour autant. Un rapport du Government Accountability Office publié en 2023 alertait déjà sur les goulots d'étranglement critiques dans la production de missiles de défense. Le rapport notait que la chaîne d'approvisionnement de certains composants clés des intercepteurs THAAD dépend d'un nombre limité de fournisseurs, certains en situation de monopole. Autrement dit, si un fournisseur unique tombe en panne ou est saturé, toute la ligne de production ralentit. Washington le savait. Washington a continué. Voici l'ironie centrale que personne ne veut formuler. L'Iran a mené une stratégie qui a produit l'exact opposé de ce que la dissuasion américaine était censée empêcher. La logique de la présence militaire américaine dans la région est simple. Montrer une force suffisante pour décourager toute agression. Dissuader avant que le conflit n'éclate. C'est le fondement de l'alliance militaire américaine depuis 1945. Mais en forçant Washington à engager massivement ses ressources défensives au Moyen-Orient, l'Iran a démontré qu'il était possible de dégrader la présence américaine ailleurs sans tirer un seul missile sur la Corée du Sud ou le Japon. Il a mis en évidence la contrainte physique que Washington refusait d'admettre publiquement. Il n'y a pas assez de systèmes THAAD pour tous les alliés en même temps. La dissuasion reposait sur une illusion, l'illusion que 7 systèmes pouvaient défendre le monde entier. Téhéran a brisé cette illusion, pas avec une arme nucléaire, pas avec une invasion, avec 180 missiles balistiques et une stratégie d'attrition calculée. Les victimes de cette équation ne se trouvent pas à Washington, elles se trouvent à Séoul, dans les 51 millions d'habitants de la Corée du Sud qui vivent à portée des missiles nord-coréens. À moins de 50 kilomètres de la frontière avec le Nord, la ville de Séoul concentre à elle seule 10 millions de personnes dans une zone qui serait la première exposée en cas d'escalade. Le THAAD n'était pas un symbole, c'était un calcul de survie. La Corée du Nord dispose aujourd'hui, selon les estimations du Stimson Center publiées en 2024, d'un arsenal de 40 à 50 ogives nucléaires. Ces missiles KN-20 et KN-22 peuvent atteindre l'ensemble du territoire sud-coréen en moins de 2 minutes de temps de vol depuis certaines positions au nord. 2 minutes. C'est le délai dans lequel un système d'interception comme le THAAD doit réagir. Sans THAAD déployé sur la péninsule, ce délai ne laisse aux défenses sud-coréennes que les systèmes Patriot et les batteries Cheonggung nationales, dont la couverture et la capacité d'interception à haute altitude sont inférieures. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas équivalent. Il y a un coût humain potentiel derrière le déplacement de ce matériel. Ce coût mérite d'être nommé. Interrogeons maintenant la version officielle. Washington affirme que le retrait du THAAD de Corée du Sud est temporaire, que l'alliance avec Séoul reste intacte, que d'autres capacités compensent le vide laissé. Examinons ces affirmations une par une. Temporaire. La durée d'un conflit au Moyen-Orient, par définition, n'est pas planifiable. Le retrait du matériel s'est produit sans engagement calendaire public de retour. Temporaire est un mot confortable. Ce n'est pas une date. L'alliance reste intacte. Une alliance militaire ne se mesure pas à la déclaration d'intention. Elle se mesure à la capacité de défense déployée sur le terrain. Une alliance privée de ses équipements est une alliance affaiblie, même si elle reste formellement active sur le papier. D'autres capacités compensent. Le Pentagone n'a pas précisé lesquelles, ni leur niveau de couverture, ni leur délai de réaction face à une attaque balistique nord-coréenne. Le silence sur les détails techniques est lui-même une information. L'accord de défense mutuelle entre les États-Unis et la Corée du Sud signé en 1953, renforcé par le Mutual Defense Treaty, stipule explicitement l'engagement américain à la défense de la péninsule. Il ne stipule pas le maintien permanent d'un nombre précis de systèmes THAAD. La différence juridique est nette. La différence stratégique l'est tout autant. Regardons maintenant ce que cet épisode révèle sur la structure profonde du système d'alliance américain. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont construit leur architecture d'alliance sur un principe implicite mais fondamental. La présence militaire américaine est garantie, stable
et non négociable. C'est ce principe qui permet à des pays comme la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne ou la Pologne de calibrer leurs propres dépenses de défense en tenant compte de la contribution américaine. Or, ce que cet épisode démontre, c'est que cette garantie est désormais conditionnelle. Conditionnelle à l'état des stocks, conditionnelle à la priorité géographique du moment, conditionnelle à la capacité industrielle de Raytheon et Lockheed Martin à produire des intercepteurs assez vite pour compenser les pertes opérationnelles. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat structurel. Et ce constat a des conséquences directes. En Corée du Sud, des voix qui restaient marginales dans le débat public commencent à parler plus fort, celles qui plaident pour une capacité nucléaire autonome sud-coréenne. En 2023, un sondage du Chicago Council on Global Affairs révélait que 67% des Sud-Coréens étaient favorables au développement d'une arme nucléaire nationale. En 2024, ce chiffre avait grimpé selon certaines études universitaires. Le départ du THAAD ne fera que renforcer ce courant. Washington affronte ici un paradoxe de sa propre construction. En retirant un bouclier antimissile pour défendre ses intérêts au Moyen-Orient, il pousse son allié à envisager l'autonomie nucléaire. Cette autonomie, si elle se concrétisait, déstabiliserait l'ensemble de l'architecture de non-prolifération en Asie du Nord-Est, dans laquelle Washington a investi des décennies de diplomatie. La politique de Washington crée les conditions de ce qu'elle voulait précisément éviter. Il y a une autre dimension que les analyses classiques ne traitent pas. La Chine observe. Pékin a toujours considéré le THAAD américain en Corée du Sud comme une provocation stratégique. Le radar TPI-2, avec sa portée de détection pouvant atteindre 1800 km en mode terminal, permet une surveillance qui dépasse largement la péninsule coréenne. Il couvre une partie significative du territoire chinois, notamment les régions de lancement de missiles balistiques de l'Armée populaire de libération. En 2017, Pékin avait répondu au déploiement initial du THAAD par une campagne de boycott économique contre la Corée du Sud. Les entreprises sud-coréennes opérant en Chine avaient subi des pertes estimées à plus de 7,5 milliards de dollars selon une étude du Korea Institute for Industrial Economics and Trade. Lotte, le conglomérat sud-coréen qui avait cédé le terrain à l'installation, avait dû fermer 112 de ses 115 supermarchés en Chine. Aujourd'hui, le retrait du matériel américain donne à Pékin une satisfaction tacite et il renforce une lecture géopolitique que la Chine entretient soigneusement depuis des années. Les États-Unis sont un partenaire fiable tant que leurs propres intérêts coïncident avec les vôtres. Dès que les intérêts divergent, la hiérarchie des priorités se révèle. Séoul a reçu ce message, Tokyo aussi, Taipei certainement. Posons maintenant la vraie question, pas celle que les communiqués officiels posent, la vraie. Les États-Unis ont-ils encore la capacité industrielle et logistique de tenir simultanément leurs engagements de défense envers l'ensemble de leurs alliés stratégiques? La réponse honnête est « pas dans les conditions actuelles ». La base industrielle de défense américaine, ce réseau d'entreprises, de sous-traitants et de fournisseurs qui produit les armes et les systèmes de défense, a été dimensionné pour un monde de conflits séquentiels et localisés, pas pour un monde où 3 théâtres s'enflamment simultanément. Le rapport annuel du Pentagone sur la chaîne d'approvisionnement de défense, publié en février 2024, identifie 86 matériaux et composants critiques pour lesquels les États-Unis dépendent à plus de 50% de fournisseurs étrangers ou de sources uniques, 86 vulnérabilités documentées, listées et non encore résolues. Ce n'est pas une information classifiée, c'est un document public, disponible et largement ignoré dans les débats sur la puissance militaire américaine. Voilà ce que cette histoire nous enseigne réellement. La puissance militaire ne se mesure pas uniquement au nombre d'ogives ou de systèmes déployés. Elle se mesure à la capacité de maintenir cette puissance sous pression simultanée sur plusieurs fronts pendant une durée prolongée. L'Iran n'a pas vaincu les États-Unis. Il a révélé une contrainte réelle que Washington refusait de rendre visible. Et cette révélation a des effets en cascade qui s'étendent bien au-delà du Moyen-Orient. À Séoul, 51 millions de personnes vivent avec une couverture antimissile réduite. Ce n'est pas une abstraction stratégique, c'est une réalité physique et humaine. À Washington, les décideurs du Pentagone doivent désormais justifier publiquement des arbitrages qui étaient jusqu'ici invisibles.
À Pékin et à Pyongyang, les analystes militaires tirent des conclusions que l'on peut aisément imaginer. Et à travers le monde, les alliés des États-Unis regardent Séoul et se posent une question simple. Si cela peut arriver à la Corée du Sud, est-ce que cela peut arriver ici? C'est la leçon que Washington refuse d'apprendre. Chaque crise qui force un redéploiement de ressources rares pousse les alliés à investir davantage dans leur propre autonomie défensive. Le Tchad, retiré de Corée du Sud, n'est pas seulement un équipement déplacé. C'est la preuve en 2 milliards de dollars que la garantie de sécurité américaine a une limite. Et que cette limite, désormais, le monde entier peut la voir.